J'ai Oui, j'ai bien cru sûr. comprendre qu'il y avait des législateurs, c'est Dr Guez, Mariana Guez d'Orange. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des législateurs pardon, qui travaillaient sur des textes et écrits, personne ne parle. Vous m'entendez ou pas? On vous Oui, oui, entend je vous très bien. entends. Oui, oui. On voit les D'accord, paroles super. de Mariana. Oui, oui, oui. Non, mais Donc, effectivement, ça, voilà, des textes, notamment sur le harcèlement sexuel dans le métavers, parce qu'il y a déjà tout à fait. des plaintes qui ont été portées dans ce cadre-là. Est-ce que Oui. vous en savez un peu plus? Est-ce qu'on a déjà des textes définis ou pas? Alors là, je saurais pas vous répondre s'il y a déjà des textes définis, mais clairement, il y a beaucoup de groupements qui se créent et des écosystèmes qui se créent autour justement de la définition de standards et de régulation. Alors, c'est vrai que nous, on a un rôle plus global, on n'est pas uniquement centré sur la France, donc c'est vrai que j'ai pas forcément moi le statut de ce qui se passe en France sur le sujet, mais c'est des problématiques globales, ça. Sur comment assurer la sûreté des personnes dans les environnements en 3D parce qu'on a des problématiques beaucoup plus compliquées que, par exemple, sur les réseaux sociaux, au sens où sur les réseaux sociaux, on peut faire de la modération offline, c'est-à-dire on prend le texte des échanges et on vérifie que les personnes ne s'expriment pas de façon désagréable. Dans le métavers, on a la gestuelle, on peut s'approcher les uns des autres, on peut avoir des paroles en temps réel qui sont blessantes. Et donc, il faut faire dans ces contextes-là, il faudrait imaginer une modération qui va être en temps réel. Ça veut dire que quelqu'un pourrait écouter en temps réel ce qui se dit sur ces plateformes pour pouvoir vérifier qui est en train d'harceler qui ou détecter qu'une certaine distance entre les avatars devient dérangeante, etc., etc. Il y a des plateformes qui commencent à trouver des solutions, euh, disons, qui limitent la casse, c'est-à-dire, par exemple, je peux définir une bulle autour de moi de 1 mètre, enfin 1 mètre virtuel, pour que les autres avatars ne puissent pas s'approcher de moi. Donc, on commence à avoir des débuts de solutions. Des lois, ça va être compliqué parce que notamment ces plateformes, elles sont pas françaises, par exemple. Donc, comment on va faire pour appliquer une loi qui serait française ou européenne dans un environnement qui potentiellement est complètement global avec des utilisateurs connectés de partout? Est-ce qu'on va devoir créer des frontières virtuelles? Donc, toutes ces problématiques, en fait, c'est très, très compliqué. Mais il y a beaucoup effectivement, de groupements qui se positionnent. Nous, notamment, on a investi récemment dans une start-up qui a été fondée par le fondateur du web, Tim Berners-Lee, qui vise à définir des standards du Web 3 et de ses interactions, qui va permettre de faire avancer aussi la régulation et les lois qui seront associées aux usages dans ces lieux. J'ai un petit zoom, mais je vais essayer d'accélérer parce que c'est vrai qu'on va avoir du mal à arriver au bout sinon, mais on a des sujets effectivement sur tout ce qui est sûreté, santé dans le métavers, sustainability aussi. Beaucoup de personnes se posent la question de est-ce que c'est vraiment désirable d'augmenter la quantité de données, la 3D, la fidélité des expériences, ça va consommer plus d'électricité, plus d'énergie, etc. Donc on a différents piliers qu'on regarde nous quand on définit des cas d'usage. Mais la régulation, les lois et comment les pays vont se positionner, c'est toute la question. Et c'est pour ça qu'on se voit au début de cette nouvelle vague plutôt qu'au milieu, quoi, clairement. Pour revenir de cette vague, dans les phases précédentes de l'Internet, on avait les données, les objets et les personnes qui étaient en connexion, avec notamment pour moi, ce qui est crucial, c'est l'Internet mobile qui a vraiment pu prendre forme pendant les années 2010 et qui a changé notre façon d'interagir avec l'Internet. On a, avec cette tendance du métavers, on voit apparaître l'Internet des espaces, donc les lieux en 3D, qui sont soit mon monde réel augmenté par la technologie, c'est ça qui est important pour nous, c'est que le métavers, c'est pas uniquement le digital, l'internet, le monde virtuel enfermé dans un casque, mais c'est aussi ma réalité. Potentiellement, quand je suis dans un magasin, des services augmentés grâce à mon téléphone ou des objets connectés, ou même quand je suis à la maison, par exemple, si on parle de santé, des capteurs qui vont pouvoir détecter comment j'évolue, pour pouvoir mieux me proposer des soins personnalisés, par exemple, me mettre en contact avec des docteurs, etc., etc. Donc cet Internet des espaces, pour nous, il n'est pas uniquement virtuel et digital, c'est aussi le physique augmenté. Mais ce qui fait vraiment la différence avec l'Internet d'avant, c'est qu'on est en 3D, c'est-à-dire on peut se trouver présent à un endroit donné, interagir avec d'autres personnes qui ont la même expérience, et voilà. Et l'autre aspect, c'est l'Internet de la propriété, avec derrière toutes les technologies telles que blockchain, qui créent en fait une décentralisation de l'Internet parce que
Dans ces mondes, je peux posséder des choses, donc je dois pouvoir m'identifier pour avoir accès à ces choses, pour pouvoir prouver ma propriété de ces choses-là, mais aussi pour pouvoir accéder à des services, par exemple, ou à des expériences. Et donc, pour nous, ce qui va être crucial aussi dans cette nouvelle évolution de l'Internet, c'est l'avènement de l'identité digitale et du portefeuille universel, en quelque sorte, qui va me permettre de passer d'un monde à l'autre, d'un espace à l'autre, de façon plus fluide et de créer cette interopérabilité qui n'existe pas aujourd'hui. Pour donner un exemple simple, c'est les avatars. Les avatars, aujourd'hui, je vais avoir un avatar dans Roblox, un avatar dans mon métaverse d'entreprise, un avatar dans Fortnite. Demain, je vais vouloir avoir un seul avatar. Je pourrais en avoir 5 si j'ai envie d'avoir 5 personnalités dans le métavers, ça c'est une chose. Mais si j'ai envie d'être Anne Gros-Plein et de passer d'un monde à l'autre sans devoir me réauthentifier constamment, je vais devoir avoir une identité digitale bien définie, gérée par quelque chose qui puisse me permettre de passer d'un monde à l'autre comme si je passais justement d'un appartement à un autre, en emmenant mes affaires avec moi, que ce soit mes affaires physiques ou mes affaires virtuelles. Donc pour nous, l'identité digitale, elle prend vraiment son sens ici. Et tous les cas d'usage qu'on a vus auparavant avec blockchain, de l'informatique distribuée, prend du sens ici parce que ça va permettre cette standardisation et cette interopérabilité entre les différents mondes. On ne sait pas si demain, en 2030 ou en 2040, on aura un méga métaverse unique pour tout le monde. Moi, je ne le pense pas du tout. Mon avis sera plutôt plusieurs environnements, mais qui permettront d'interopérer et de passer de l'un à l'autre de façon facile. Et pour nous, vraiment, tout ça, ça veut dire que, oui. On voit bien, ce sont d'énormes enjeux. Merci en tout cas à votre équipe pour la qualité de l'image. Là, ça y est, c'est bien, c'est absolument super. Enfin, on peut avoir plein de questions, notamment sur cette identité digitale unique. On voit en tout cas nous dans nos domaines de santé ce qu'est le fameux problème de l'identité. J'allais dire médicale, unique du numéro d'identification ou autre. En ce moment, quel est le degré de maturité de ça? Est-ce que ce sont des réflexions? Est-ce que c'est un peu plus que ça? Ou est-ce qu'il y a déjà des grosses Bertha qui sont derrière pour capter, structurer, organiser tout ça? Voilà, pardon de vous interrompre, Anne, mais il y a tellement de choses géniales qu'on a envie de vous poser des questions sur tout. Non, pas de souci. Non, pas de souci. Il n'y a pas de grosse Bertha au sens où il n'y a pas encore un acteur qui s'est positionné et qui va gérer nos identités digitales et ça va poser beaucoup de problèmes de toute façon dans chaque pays par rapport aux lois et aux régulations, à la confidentialité des données, mais notamment les acteurs qui se dessinent, c'est bien sûr les services publics parce que les services publics ont une certaine neutralité entre guillemets par rapport aux autres types d'entités. Il y a aussi les services financiers, assez naturellement se positionnent pour le portefeuille universel qui me permettra, indépendamment du monde dans lequel je me trouve, de payer. Donc, ce sera la connexion avec mes services de paiement et qui traduira dans la bonne monnaie, dans les bons tokens en fonction de ce que j'ai besoin d'acheter. Donc, assez naturellement, les banques se positionnent là-dessus comme un peu un acteur, un partenaire de confiance en quelque sorte. Et c'est lié en fait. Et du coup, les services financiers, les banques aussi peuvent être un acteur clé, je pense, de l'identité digitale demain. Donc, je dirais, c'est les deux acteurs qu'on voit se positionner pour fournir ce type de service. Il n'y a pas de solution, comment dire, universelle encore, mais bon, avant qu'on ait le métavers, nous, on a travaillé sur des cas d'identité digitale, par exemple, pour le passage aux frontières et ce genre de choses dans certains pays, par exemple, à Singapour. Donc, c'est des choses qu'on a déjà fait dans des cadres plus restreints, dans des cas d'usage bien spécifiques. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. C'est un peu comme je disais tout à l'heure. C'est des choses qu'on a déjà fait, mais pas forcément à l'échelle de justement créer cette interopérabilité entre les mondes des métavers et de l'Internet. Donc, ça reste à créer et à définir clairement. Et donc, ça fait partie de ce que font les entreprises comme Inrupt, de définir des standards, de définir des solutions pour ce type de problème. On a créé, nous, une preuve de concept pour montrer comment ça pourrait être fait, ce portefeuille universel qui gérerait mon passeport, mon identité digitale par rapport à mon entreprise aussi. Demain, au lieu de
comme on voit beaucoup que le monde du travail va évoluer vers des employés qui travaillent plutôt pour plusieurs entreprises à la fois, comment je fais pour gérer mon CV, pour gérer mon curriculum, pour gérer mes candidatures pour des nouveaux travaux, pour prouver ce que j'ai fait auparavant, mes certifications. Donc, on voit aussi beaucoup de ces cas d'usage apparaître pour le monde du travail. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir construire maintenant, quoi. Ça, c'est notre définition du métavers. Donc, bon, je vais pas la relire telle quelle, mais en gros, pour moi, c'est vraiment, on va passer du browsing, du browser Internet et de la navigation sur des sites sur lesquels je dois me connecter, applications ou sites, hein, mais sur lesquels je dois me connecter indépendamment. Chaque fois, j'ai un autre login password. Chaque marque ou entité a une vision tronquée, périmée de mes données, qui est pas donc la même pour tout le monde, a plutôt la possibilité de vivre dans des mondes qui n'appartiennent pas à une marque en particulier, avec mon identité que je porte sur moi, la possibilité de décider en fonction des services et des produits auxquels je vais vouloir avoir accès, de partager une partie de ces données avec une marque, avec mon employeur, avec les services publics, en échange d'un service, d'un produit. Et donc c'est ce qu'on imagine. On va être présent dans des mondes physiques ou virtuels, ou un petit peu entre les deux grâce à par exemple la réalité augmentée, et on va utiliser cette identité digitale pour avoir accès à des choses et des services. Et le mot-clé pour nous, c'est le mot continuum, parce que effectivement, le métavers, pour nous, c'est une continuité des technos qu'on avait avant et celles qui ont été incubées et qui arrivent à maturité. La continuité des expériences, donc, c'est pas uniquement la réalité virtuelle, c'est-à-dire complètement immergé dans un casque, mais c'est aussi ce que je vis dans la vraie vie et comment, de façon fluide, je vais avoir progressivement des expériences plus ou moins immersives. Donc, la réalité augmentée ou la réalité complètement virtuelle, et comment je passe de l'un à l'autre de façon fluide. Le passage d'une expérience à l'autre aussi dans les métavers, donc entre ces différents mondes qu'on pourra atteindre. Et puis aussi la convergence, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Marie, de ce qui se passe dans le monde du consommateur qui va progressivement pénétrer dans les entreprises et qui vont devenir des usages que les personnes voudront avoir. Parce que dans 10 ans, ces gens qui sont plutôt des jeunes qui sont sur ces plateformes de jeux seront des employés et auront envie d'avoir des expériences similaires dans le monde du travail. Et de la même façon, mon avatar dans le monde consommateur privé, je vais vouloir pouvoir entrer dans mon entreprise, le métavers d'entreprise avec ce même avatar. Donc finalement, on voit qu'il va y avoir une porosité entre ces mondes aussi, le monde du consommateur et le monde du travailleur. Est-ce qu'on peut vous interrompre, ou est-ce que vous préférez qu'on vous fiche la paix pour l'instant et qu'on vous laisse terminer? Parce qu'on a plein de questions. Non, allez-y, Anne-Marie, allez-y. Au contraire. C'est pas grave, on avait le temps, après les cas. Oui. Oui, on attend. Mais moi, ma question, justement, là, on voit bien, d'un certain côté, les glissements ou la porosité ou autre qui va se faire et qui peut se faire avec les nouvelles générations. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais c'était notamment des études de la Pew, par exemple, aux États-Unis, qui regardent sur les générations Z et en dessous ce que sont l'utilisation des réseaux sociaux, comment c'est en train de modifier les choses. Vous, à votre expérience, est-ce que vous observez, j'allais dire, déjà sur votre propre terrain des 700 000 collaborateurs d'Accenture, ou bien chez ceux de vos clients, comment se fait la diffusion, j'allais dire, par rapport à une diffusion antérieure, enfin d'autres types de textes. Quand on voit, par exemple, en France, alors je dis encore une fois, peut-être moi je piche pas tout, mais ce que le mal, par exemple, et les difficultés qu'il y a à avoir, par exemple, une signature électronique authentifiée, encore une fois, avec des batailles rangées entre différents opérateurs, que ce soit la Poste ou que ce soit d'autres, par en dessous. Comment vous voyez les choses, j'allais dire, à la fois à un niveau international et voilà, avec la maturité de ce que vous pouvez voir. Est-ce que comment ça bouge, comment ça évolue? Peut-être appel à d'autres questions, si vous pouvez les faire sur le chat, j'en profite, parce que sinon je vais couper la parole, ou les questions de Jacques, par exemple, sur études métavers et santé mentale, quel type d'impact on en a dans sur les embouteillages des moyens de communication, sur les contrôles moraux, réglementaires, éthiques, co. Donc on sent qu'on a plein de questions, et donc voilà, à vous. Oui. La question était, comment dire, à tiroir et complexe, mais je vais essayer de... Non, mais... ouais.
Non, mais nous, l'avantage, c'est qu'on a une vision plus globale de ce qui se passe. Après, nos clients et sur nos différents marchés, pour Accenture, on a des extrêmes, c'est-à-dire en France, avec le problème de confidentialité des données, par exemple en santé, on est archaïque par rapport à ce que fait Singapour sur le même sujet. Donc évidemment, on voit des grands écarts de cette façon-là. Et comme pour le digital, le métavers, c'est cette nouvelle évolution de l'Internet qui, pour moi, est vraiment juste une nouvelle vague de digital, de transformation digitale. On aura des grands écarts de la même façon parce qu'il y a des lois, parce que les mentalités, parce que les usages, etc. Mais cela dit, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus au POC, c'est-à-dire les marques qui se positionnent dans le métaverse pour vendre des trucs, ils vont pas faire un POC, ils doivent se mettre sur un vrai métavers, fournir un vrai service, un vrai produit qui va apporter quelque chose au consommateur. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Si avant, on faisait des POC, des proof de concept, de réalité augmentée pour le travailleur ou de réalité virtuelle pour le travailleur, aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à le brancher au système RH et à créer des vrais usages pour la chose et des vrais retours sur investissement, on va dire. Donc, ce que je vois moi, c'est que il y a vraiment eu une grosse accélération. Et pour moi, c'est moins le buzz du métaverse que le Covid, parce que notamment chez Accenture, on a vu pendant le Covid, on a eu une augmentation incroyable de la productivité, alors qu'on était tous à la maison et qu'on a travaillé uniquement en virtuel, c'est-à-dire là, comme aujourd'hui sur Teams. Et que finalement pour tout le monde, ça a accéléré l'adoption du virtuel, des technologies, par exemple, des personnes qui n'avaient jamais rencontré un docteur en consultation virtuelle, qui se sont mis à le faire et qui continuent à le faire aujourd'hui, pas autant que pendant le Covid évidemment, mais on a vraiment cette augmentation de l'adoption qui fait que les lois sont obligées de s'adapter plus vite. Donc finalement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu cette accélération incroyable de la tech et de l'adoption de la tech qui, pour moi, provoque plus ce buzz que le changement de nom de Meta, par exemple, ou la spéculation sur les NFT qu'on échange sur ces canaux. Et par exemple, pour Accenture, on est le plus grand cas d'usage d'un métaverse d'entreprise pour l'onboarding, c'est-à-dire quand on a des nouvelles personnes qui rejoignent Accenture, on s'est servi d'une plateforme de Microsoft qui s'appelle Altspace. On a onboardé plus de 150 000 personnes sur l'année précédente. Ah oui, carrément. Accenture, on onboard 150 000 personnes depuis qu'on a cette plateforme, et c'est le retour sur expérience est très bon en fait finalement de ces personnes. Tout l'onboarding se fait pas en 3D, mais une partie de l'onboarding, 1 heure sur la première semaine, se fait en 3D dans un monde virtuel où je peux aller taper sur l'épaule d'un autre new joiner, lui parler en face à face entre avatars. Et ça crée des liens différents que si on était tous sur Teams à regarder des fenêtres avec vidéo ou pas de vidéo. Donc on voit que ça pénètre, et notamment ce cas d'usage quand on le présente, il y a beaucoup de nos clients qui sont intéressés de savoir comment ils peuvent le faire eux, créer leur académie, créer leur environnement d'onboarding, de recrutement aussi pour montrer les valeurs de l'entreprise. Etc. Donc moi je vois que les entreprises sont très très intéressées, et finalement les cas d'usage entreprises sont plus engageants, plus long terme, je dirais, que ce qu'on voit dans le monde du consommateur, parce que justement ça va être là que ça va être plus transformateur. Et puis il y a la capacité, si on peut dire, structurante en soi de l'entreprise, oui, de l'employeur, de la communauté de travail. C'est tout à fait passionnant, hein, tout à fait passionnant. Et de ce côté-là, enfin, pardon là, de monopoliser les choses, mais de ce côté-là, j'imagine que vous avez des retours du côté là de vos 150 000 gus que vous avez recrutés, et qui a un peu, alors de façon formelle ou pas, des études de perception et de retour qui se font, ou que vous pouvez mesurer justement sur l'engagement réel dans les équipes. Oui, on a des chiffres. Alors le problème, c'est que en général, on s'intéresse ensuite à combien de temps la personne va rester chez Accenture, est-ce que ça a amélioré l'intégration, c'est génial, etc. Donc, on n'a pas forcément. Donc on n'a pas forcément de recul encore pour dire ah oui, parce qu'il y a eu l'onboarding, la culture d'entreprise a été plus mieux nourrie, ou les personnes ont plus de connexions, etc. C'est difficile d'avoir cet effet-là. On a fait surtout des demandes de feedback, et donc les feedbacks par rapport au processus d'onboarding sont augmentés je crois, en termes de notes
quand même sensiblement. Là, j'ai pas le chiffre. Franchement, je pourrais essayer de les retrouver si ça vous intéresse. Bah, Mais je fais juste sensiblement une quand même parenthèse. augmenté. Ouais, je fais juste une parenthèse et puis je ne sais pas si Jean-Marie Peretti est encore là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire à un moment. Ça sera de faire un zoom, si vous voulez, sur ce que vous êtes en train de dire là, justement, D'accord? sur lié au processus RH, que ce soit recrutement, engagement, co, et de faire à ce moment-là, là, on est, j'allais dire, un relatif petit nombre, mais de faire quelque chose d'un peu ouvert au cours de l'année D'accord? 2023, si vous avez un moment ouvert, parce que c'est tout à fait passionnant et on voit bien effectivement l'impact et l'utilisation à RH. Moi, on en saisit quelques-uns. Je vous citais Carrefour tout à l'heure, c'est une pratique qui semble, j'allais dire, pour des profils qui sont pas que voilà là-dessus. Donc oui, et puis alors Mariana me posait une question, mais moi je suis un peu telle la poule qui aurait trouvé, excusez-moi de la vieille expression, un couteau dans son fumier natal et qui nous demande de organiser une session dans le métavers. Alors par télépathie peut-être. C'est là, on verra bien volontiers et regarder ça avec Anne là-dessus. Merci, pardon de vous interrompre tout le temps. Je vous relaisse la parole et je vais m'auto-taper sur les mains pour arrêter de vous interrompre. Non, Anne, non, pas de merci, c'est souci, passionnant. pas de souci. Pas de souci. Et je vais essayer aussi de garder quelques minutes quand même pour vous montrer la showroom et des exemples. Alors, j'ai passé la slide où je décrivais les différents types d'immersion. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez dit que tout le monde n'est pas nécessairement capable de faire la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on donne un exemple quand Ouais. des exemples quand on monte la showroom. Ce que je voulais en finir ici, c'est que avec cette nouvelle définition de l'Internet, pour nous, ça va changer complètement comment les entreprises opèrent parce qu'aujourd'hui, tous les business models, les modèles métiers de nos clients sont basés sur l'Internet tel qu'il existe, complètement centralisé. Chaque marque possède des connaissances sur les personnes et essaye de faire avec. On sait que dans cet Internet décentralisé, ce sera plutôt la personne qui portera ses affaires, ses données, et qui voudra bien ou non échanger avec les acteurs autour d'eux dans l'écosystème. Et donc finalement, ça va changer beaucoup de la façon dont les entreprises interagissent avec leurs usagers, consommateurs, employés. Sur cette slide, encore une fois, c'est peut-être difficile à vous pour lire. Peut-être que Lauriane peut zoomer quelques secondes et je les partagerai. On dit que ça va changer tous les dimensions du business de nos clients. Aujourd'hui, on voit déjà beaucoup de cas de nos clients qui appliquent ou se positionnent dans le métavers pour changer l'expérience client. Donc, par exemple, ce que j'ai vu moi dans des cas B2B, c'est que par exemple, une entreprise qui vend des équipements lourds pour l'industrie et qui aujourd'hui fournit du support, par exemple téléphonique, à ses clients B2B, donc aux entreprises qui achètent ces équipements. Jusqu'à présent, les conférences calls, c'était compliqué. Il fallait broser la brochure PDF ensemble, la lire ensemble, essayer d'expliquer avec des photos ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, cette entreprise avec laquelle on a travaillé, elle utilise un jumeau numérique en 3D de l'équipement pour expliquer à son client comment va se faire la maintenance, quelle porte ouvrir, quelle vis tourner. Et pour mieux préparer son client à opérer cette machine sur le terrain. Donc, par exemple, là, bon, au-delà des cas d'usage consommateurs comme Nike tout à l'heure, on a des cas d'usage B2B et il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se positionnent pour faire ça. Ouais. Je On a vous aussi le interromps encore changement. 30 secondes et j'en profite pendant que Oui, Mariana est là pas très loin. C'est que ce qu'on a montré la fois dernière, Mariana, vous pouviez pas être là, mais je vais vous envoyer l'article et je n'arrive pas à trouver qui que quoi dont où. C'est une expérience un peu de ce type qui était fait par une coopération entre vous Orange. Alors le vous Orange, il est presque aussi gros qu'Accenture, hein, mais et Engie sur des opérations de maintenance industrielle super fine et super sophistiquée. Donc, je ne sais pas si c'est sur les centrales nucléaires ou globalement sur quoi, et où effectivement, il y a à la fois un système métavers, blockchain et je ne sais quoi, mais qui permet de communiquer des infos en 3D au mec, à l'opérateur, au technicien, donc qui opère sur un réseau, je ne sais plus lequel, et qui en même temps stocke tout ça en blockchain et qui donc vis-à-vis à la fois de l'intervention technique fine et de la santé sécurité, d'après ce que j'ai compris, de l'opérateur, enfin à la fois de son comportement, de sa mise en risque ou autre,
stocke l'ensemble en blockchain pour pouvoir permettre d'y revenir. Donc, juste Mariana, je vous demanderai peut-être je vous enverrai l'article. C'était un truc de l'usine nouvelle, je crois, qui a même pas un mois, hein, donc qui a 3 semaines, et je n'ai pas réussi. J'avais posé la question à Valérie Luburc et on n'a pas trouvé. NJ aussi pas trouvé. Et ça, voilà, ça va dans ce sens-là. Et pour nos questions à nous, je veux dire encore une fois très 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 opérationnel, hein, par exemple, là, c'est à la fois la pertinence d'intervention et la sécurité santé d'opérateurs de maintenance industrielle, c'est intéressant. Voilà. Pardon d'intervenir tout le temps. Donc, Mariana, je ne sais pas si elle est encore là. Non, elle est partie. MIF. Bon, bah, non, non, pas du tout. Je vous ai écrit un petit merci beaucoup. Je voulais pas vous interrompre et c'est extrêmement intéressant. Oh, pardon, pardon. Non, non, c'est impec. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et merci Anne. C'est vraiment extrêmement intéressant. Ah oui, c'est génial. Merci. Bon, pardon, je me tais. Voilà, Anne, là-dessus, peut-être un peu plus d'expérience ou peut-être un jour un Zoom, encore une fois, là-dessus, c'est vraiment génial. D'accord. Donc, je continue. Donc, effectivement, les expériences, les produits que les entreprises vont fournir. Finalement, des entreprises qui, auparavant, fournissaient des produits que physiques, par exemple, vont se mettre à vendre des produits digitaux ou à fournir des services digitaux. Même dans le cas B2B que je viens de mentionner, quand on fournit cette interaction avec un jumeau numérique, quand on est en mode support, c'est un nouveau service qu'on peut vendre, une nouvelle expérience pour le consommateur. Et donc, ça change effectivement aussi les produits, les services, les modèles de métier qu'on va avoir. Bien sûr, ça change l'expérience employée parce que on a des nouvelles expériences consommateurs, donc l'employé est impacté parce qu'il doit se former à des nouvelles choses. On va devoir avoir des nouvelles compétences, par exemple la 3D, comme le monde dans lequel je suis en ce moment, tout ça, c'est fabriqué en 3D, c'est des compétences qu'on n'avait pas auparavant. Donc un changement pour l'employé. Au-delà aussi d'utiliser des plateformes comme celles que je mentionnais pour notre onboarding, qui vont aussi changer l'expérience d'employé, c'est-à-dire des plateformes qui permettent de collaborer en 3D, de faire du design collaboratif, de faire de la formation immersive, etc. Et puis finalement, pour nous, ce qui est vraiment crucial, c'est le jumeau numérique, parce que avec toutes les données qu'on va pouvoir capturer en plus dans ces nouveaux mondes et les possibilités de personnaliser les expériences des consommateurs, on pense que ça va aussi bouleverser la façon dont les entreprises font leur business, font leurs produits, gèrent leur chaîne de valeur et finalement opèrent le business. Et pour nous, ça c'est crucial et ça va être beaucoup plus structurant probablement que ce qu'on voit et ce qu'on peut anticiper dès aujourd'hui. Un point très important, et ça fait le lien avec la question que j'ai eue tout à l'heure sur le harcèlement. Donc, comme on sait qu'on est au début de l'invention de ce nouvel Internet et du métavers, pour nous, il y a une dimension qu'on n'a pas forcément pu avoir au moment du début de la transformation digitale ou des vagues précédentes d'Internet, c'est de mettre notre casquette responsable dès le début, parce qu'on sait qu'on en est au début, qu'il va falloir créer des écosystèmes, des régulations, des standards. Et donc, une entreprise qui se positionne aujourd'hui pour être un acteur du métavers, soit en fournissant des plateformes, soit en créant des cas d'usage, a une responsabilité cruciale. Et Accenture, on est conscient qu'on a une grosse responsabilité parce qu'on va aider nos clients à le faire. C'est de prendre en compte toutes ces dimensions que vous voyez sur ce slide-là. D'un côté, les dimensions de confiance, d'un côté, les dimensions de confiance qui sont liées aux dimensions qu'on connaissait déjà avant dans le métavers, bien sûr, donc la confidentialité des données, la sécurité informatique, parce que en 3D, les surfaces d'attaque sont complètement démultipliées. Et puis de l'autre côté, plutôt les dimensions humaines qui pour nous sont cruciales parce que le métavers, c'est pas juste un outil informatique, c'est des nouvelles expériences. Et donc, quand on va définir ces cas d'usage, il va falloir des designers qui vont définir ces expériences. Il va falloir définir des cadres, des règles pour s'assurer que les cas d'usage et les outils qu'on aura pour les atteindre respectent ces dimensions humaines. La sûreté, donc les cas qu'on expliquait tout à l'heure et qu'on voit déjà, hein, le harcèlement, aussi les addictions que ces nouveaux mondes peuvent créer, la santé, donc le well-being, parce que même si une formation en réalité virtuelle peut permettre à un opérateur, par exemple d'une centrale nucléaire, d'être beaucoup plus efficace le jour où il va dans l'usine pour de vrai, opère des équipements dangereux parce qu'il a été formé de façon plus immersive et qu'il a une meilleure rétention d'informations. Cela dit, on ne va pas lui coller un casque pendant plus de 3 heures par jour pour faire ça. Donc, il va falloir toujours, pour chacun de ces trucs-là, trouver un compromis entre pourquoi le métavers apporte de la valeur sur ces sujets-là. Donc, par exemple, ici, la formation immersive
pour mieux former les opérateurs à opérer en sécurité, tout en respectant la santé elle-même des personnes, parce que en réalité virtuelle, il faut définir des cas d'usage qui bénéficient vraiment de l'immersion et pas à tout bout de champ, quoi. Voilà. Et pareil, pour la sustainability, les jumeaux numériques, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise de capturer énormément d'informations tout le long de sa chaîne de valeur, de pouvoir simuler des scénarios et prédire ce qui va se passer pour prendre de meilleures décisions, ça va permettre de sauver de l'énergie, sauver du carbone, etc. Mais beaucoup des cas d'usage qu'on parle dans le métavers aujourd'hui consomment beaucoup d'énergie. On a des machines qui sont limitées et qui, pour beaucoup d'entre nous, arrivent pas à gérer, par exemple, les calculs. Donc, on sait qu'il va falloir aussi trouver des nouvelles solutions techniques pour consommer moins d'électricité, moins d'énergie, moins de carbone, et pour créer quand même ces cas d'usage qui nécessitent des évolutions techniques. Et puis, le dernier, pas le moindre, c'est l'inclusion. C'est que beaucoup de gens ne voudront pas être en réalité virtuelle, ne voudront pas être en 3D. Et donc, tout ce qu'on imagine dans ce nouvel Internet décentralisé, il faut le rendre accessible aussi pour la plus petite accessibilité, on va dire, pour rendre ces mondes inclusifs tout de même. Donc ça, c'est pour nous vraiment des guides. Ça ressemble un peu à un disclaimer à la fin d'une présentation pour dire on est conscient que il y a beaucoup d'erreurs qu'on va pouvoir faire dans le futur. Pour nous, c'est plutôt un cadre et on va l'utiliser nous pour se poser les bonnes questions dès le début du design d'une expérience du métavers. Voilà. Je pense que je vais passer ça très vite parce que je préfère que Lauriane prenne la main un petit peu depuis la showroom ou répondre à vos questions. Notre vision technologique, c'est un papier qu'on publie tous les ans. Ça fait 22 ans que les labs le font et qui sert à toute Accenture pour partager avec nos clients notre vision technologique. D'habitude, c'est 3 à 5 ans, mais cette année, on a dit non. Cette année, à cause du buzz, bien sûr, et avec tout ce qu'on voyait déjà par ailleurs dans les tendances, on a défini cette vision en la centrant complètement sur le sujet du métavers, sur la vision qu'on y voit, c'est-à-dire pas juste ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce que ça sera dans 10 ans. Et finalement, cette Tech Vision, contrairement à celle d'habitude, elle n'est pas 3 à 5 ans, c'est plutôt de 1 à 10 ans, parce qu'il y a des choses qu'on voit déjà, qu'on peut déjà faire, mais on sait qu'on n'arrivera pas à atteindre la vision avant 10 ans, parce qu'il y a toutes ces problématiques de standardisation, d'interopérabilité, de régulation, qui ne sont pas encore faciles à atteindre. Vous pouvez le regarder, ce papier, il est sur notre site internet, il est en français, il a été décliné aussi pour la santé, pour la pharma, etc. Donc, vous pourrez trouver des versions qui vous intéresseront. Globalement, la première tendance, c'est vraiment la décentralisation et finalement un Internet plus centré sur la personne qui va prendre plus de décisions elle-même et voilà, et on va vous donner des exemples d'interaction. Le monde programmable, c'est que demain, aujourd'hui, pour atteindre le métavers, il nous faut des écrans. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est le monde demain qui va devenir plus intelligent avec des objets connectés autour de nous qui vont capter ce dont j'ai besoin, automatiquement me proposer des nouveaux services, des nouveaux produits. Et je ne parle pas uniquement des publicités sur les sites internet en mode cookie, mais plutôt dans ma maison, par exemple, au lieu de devoir aller faire ma liste de courses sur un site internet ou une application, ma cuisine, par exemple, qui devient intelligente et qui comprend qu'il me manque des œufs parce que je l'ai dit à voix haute, ou d'autres types d'intelligence pervasive comme celle-là. Et par exemple, pour la santé, on voit beaucoup de cas d'usage. Par exemple, des personnes qui pourraient rentrer à la maison beaucoup plus rapidement après une opération parce qu'elles vont être monitorées par des objets connectés intelligents qui vont pouvoir prédire, anticiper, alerter. Et ça, c'est des cas d'usage qu'on voyait avant, mais pour nous, c'est tout à fait lié au métavers. Et c'est un peu la disparition de toutes ces technologies dans le monde autour de moi, sans avoir nécessairement besoin d'un casque ou un accessoire digital pour y accéder. Voilà. La troisième tendance, c'est oui, ça fait peur parce que tout ça, c'est virtuel. Je peux avoir 12 identités si je veux dans le métavers. Je peux être une licorne, un homme, une femme dans des mondes différents. Ce qu'on dit, nous, c'est que finalement, dans le métavers, ça ouvre la porte à beaucoup de créativité, d'art, etc. On peut pas non plus brider cet aspect-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est plutôt de comprendre ce qui est authentique. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est plutôt comment prouver que c'est authentique. C'est-à-dire que moi, même si je ressemble à une licorne dans un monde, que je vais avoir accès à tel ou tel produit ou service par rapport à tel ou tel fournisseur. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qui est crucial et ça a un gros lien avec les 8 dimensions qu'on regardait à l'instant. Et finalement, le dernier, c'est que les machines d'aujourd'hui ne vont pas réussir à nous faire atteindre la vision.
la capacité de calcul, mais aussi, par exemple, inventer des machines qui demain consommeront moins d'électricité, moins d'énergie pour le même type de calcul. Ça, c'est des choses que nous, on regarde déjà en R&D, par exemple l'informatique quantique ou l'informatique neuromorphique, qui est assez parlant. C'est dans les voitures autonomes, par exemple. L'informatique neuromorphique, demain, permettra de faire des calculs beaucoup plus rapides, qui consommeront beaucoup moins d'énergie at the edge, c'est-à-dire vraiment dans la voiture, sans devoir monter toutes les données au cloud et faire tous les calculs dans le cloud, et ce qui prend beaucoup de puissance de calcul et d'énergie. Voilà. Je suppose qu'il y a plein de questions. Je vais poser une seconde et puis après on rejoindra Lauriane dans la showroom qui nous attend impatiemment. Merci Lauriane, et merci à vous, c'est vraiment génial. Alors, question, je commence à ouvrir le feu, et puis après je me fais taper par mon président parce que je parle tout le temps. Question encore une fois sur la maturation, les différences de maturation, j'allais dire selon les pays. Il est clair que je veux dire, en France, vous deviez piaffer un peu peut-être par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Moi, je vois par exemple ce qu'on essaye de faire nous avec en niveau de connaissance et avec nos tout petits bras sur, par exemple, sur l'IoT, hein, sur les utilisations des objets connectés. Alors toujours pareil, reliés pour nous aux enjeux de santé et sécurité, mais plus globalement. Et on voit bien, si vous voulez, que alors vous avez des startups qui font des trucs géniaux en France là-dessus, mais on essaye bien nous pour être à la fois politiquement correct et autrement, de bien le cantonner aux questions d'ergonomie, et j'allais dire quasiment à l'impact tout de suite, parce que les vraies utilisations des données telles qu'elles pourraient être plus largement sont un peu empêtrées en France, et je pense à une start-up notamment qui fait des trucs complètement géniaux de ce sujet-là, et qui a installé son siège en Angleterre et pas en France, et qui intervient essentiellement, notamment sur des questions de logistique, avec l'Australie et avec d'autres pays, parce que des développements, j'allais dire, possibles notamment de politique de prévention d'ailleurs, qui sont faisables avec ça, ne sont pas possibles en France, encore une fois, compte tenu des freins réglementaires sur l'utilisation des données. Donc, la question plus générale, c'est vous, selon les pays, est-ce que vous sentez des pays qui sont plus mûrs? Vous parliez de Singapour. Moi, j'essaye, par exemple, de regarder, là, encore une fois, sur les données synthétiques, là, qui sont un peu notre truc, ce que fait plus particulièrement Israël. J'ai vu que Dubaï, par exemple, avait aussi faisait des choses. Voilà. Donc, un peu les questions là, je reviens un peu de même question. Est-ce qu'il y a des pays, des utilisations, enfin des trucs que vous pouvez nous dire, hein, qui sont un peu plus préfigurants que d'autres, comme dirait l'autre, sur l'avancée opérationnelle sur ces questions, et éventuellement plutôt liées à nos questions à nous, qui sont notamment ces questions de santé. Oui, clairement, on voit des disparités énormes entre les pays, comme je disais tout à l'heure. Après, j'ai pas. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Il faudrait que je m'y penche. C'est quels sont les pays qui sont en avance. Je ne sais pas s'il y a des pays qui sont en avance. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus libéraux sur les données, ça c'est clair. Et je suis désolée, j'ai la gorge qui me. Ah, pardon, parce qu'on n'arrête pas de vous faire parler. Alors, j'en profite pendant que, voilà, pauvre. J'en profite là-dessus. Ce qu'on dit toujours sur nos questions, il y a la Corée du Sud, l'Estonie, les pays nordiques, la Finlande et autres qui mènent des expériences. Alors, notamment en matière de santé, ou bien même d'une façon générale là-dessus, qui sont intéressantes. Voilà, c'était la question, mais peut-être qu'on peut pas encore y répondre pour l'instant. Hein, Alors, on est allé me chercher un verre d'eau. Peut-être je vais passer la main à Lauriane assez. Voilà, exactement, parce que la pauvre, comme vous dites, elle piaffe. Et donc, non, mais c'est surtout que là, c'est Lauriane, oui, voilà. Et pour compléter, votre question, je reprendrai la. Allez-y. Est-ce que ça sera, enfin, Anne a évoqué tout à l'heure l'inclusivité des réticents, de ceux qui pourraient pas. Mais, donc, est-ce qu'on va être dans un monde à deux niveaux, en l'occurrence les pays émergents, je pense notamment à l'Afrique. Est-ce que je me représente vraiment pas, j'y connais vraiment rien. Je vous suis tellement reconnaissante de cette session parce que ça m'intéresse.
est-ce que le matériel nécessaire est très important? En Afrique, ils ont peut-être pas des fois dans certaines habitations le frigidaire, mais en tout cas ils ont deux téléphones. Donc c'est là où il y a une utilité pour pouvoir aller chercher du travail ou travail ou autre, ils arrivent à être présents. Donc est-ce que c'est un monde qui va leur être accessible ou pas? Non. Ouais. Donc, C'est, bah, par phase, hein, enfin, je dirais, c'est comme pour le digital, ça va mettre peut-être plus de temps que dans d'autres pays, mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup des outils, des plateformes sont finalement juste sur un téléphone, juste sur un ordinateur. oui. Et c'est là que je parlais tout à l'heure d'accessibilité. On va devoir quand même respecter tout le spectre, mais forcément, certains pays auront plus facilement accès aux cas d'usage avec des casques de réalité virtuelle que d'autres. Donc c'est clair qu'il va y avoir une disparité qui est présente dans les autres types de services qu'on peut fournir aux personnes dans ces lieux à cause de la connectivité, à cause de la richesse en général des populations, etc. Donc inévitablement, ça crée des fossés, ça c'est évident. Voilà. Cela Bon, dit, peut-être Lauriane, dis-moi, j'aurais une réponse pour vous, oui, enfin une réponse, un angle d'approche aussi pour Mariana quand on regarde ce qui se passe en Inde, par exemple, sur les questions justement d'alerte et à partir de pays qui sont très 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 pauvres, mais qui ont quand même une diffusion des smartphones de façon tout à fait importante et qui compensent par d'autres choses sans passer par les stades intermédiaires.